La 9e édition du Business Forum de Makutano, qui est le premier réseau d'affaires d'Afrique centrale, s'est tenue à Abidjan du 20 au 21 septembre 2023. Pendant 2 jours, plusieurs personnalités ont participé à des panels de haut niveau sur des sujets d'actualité adressés au continent qui est confronté à plusieurs enjeux socio-économiques. Comment ce forum a-t-il vu le jour? Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? Que retenir des échanges d'Abidjan? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je reçois M. Henri Plesser Mboyo, ambassadeur du Makutano. 9e édition du Business Forum de Makutano. Quel bilan? Ça fait l'actualité. Eve Boué plante le décor dans ce reportage. Énergie renouvelable, mines, industrie culturelle et créative, assurance, immobilier, développement des champions africains, femmes leaders, financement du secteur privé, investir en République démocratique du Congo, investir en Côte d'Ivoire, entre autres, autant de problématiques abordées à travers des panels, des ateliers et sessions de networking au cours de la 9e édition du Makutano, premier forum économique d'Afrique centrale. Il s'est tenu pour la toute première fois hors RDC les 20 et 21 septembre 2023 à Abidjan. Les participants venus de plusieurs pays africains ont trouvé ces échanges promoteurs. C'était de très haute facture et je pense que les invités repartent satisfaits. Et j'espère qu'un jour, nous, Côte d'Ivoire, on pourra tous se rendre en RDC parce qu'il est temps que le monde économique africain commence à se fréquenter plus qu'auparavant. La chose la plus importante qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est le grand pont entre les deux États, mais surtout entre les hommes d'affaires des deux États. La possibilité pour des Congolais aujourd'hui à venir faire du business ici avec leurs frères ivoiriens et vice-versa. L'échange d'expériences sur les questions minières, des technologies, mais également toutes les questions d'agriculture. Et je pense que c'est la première fois et pas la dernière. On a l'opportunité de discuter réellement avec plusieurs acteurs économiques différents et aussi parce que ça nous donne certaines ouvertures, on voit un peu mieux ce qui est fait ici. Sont de travailler sur des thématiques pour permettre à la RDC et la Côte d'Ivoire de ne pas avoir de visa. Donc regardez, ça va rendre vraiment le marché sous-régional fort et ça va permettre vraiment à nos deux pays d'être vraiment compétitifs sur le marché mondial ou voire même international. Le plus important après ce type de rencontre, c'est de pouvoir entretenir, apprendre à se connaître, se connecter davantage pour concrétiser par des projets. Et bien entendu, les opportunités sont énormes, aussi bien au niveau du Congo que de la Côte d'Ivoire. Cette rencontre de haut niveau a réuni plus de 150 participants. Elle a été coprésidée par les chefs de gouvernement de la RDC et de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, Monsieur Henri Plesser Mboyo. Bonsoir, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Et merci également à Eve Boué pour ce reportage. Alors, vous êtes ambassadeur du Makutano, qui veut dire en Swahili et en Lingala, rencontre, intersection, c'est bien cela? C'est bien cela, oui. Alors, nous avons suivi donc ce reportage et les 2 premiers ministres de Côte d'Ivoire et de RDC, donc Patrick Achi et Jean-Michel Sama Lukonde, plusieurs ministres de leurs différents gouvernements, ont participé à ce rendez-vous. Pour vous, quel est le message au regard justement de la qualité des personnalités qui étaient à ce rendez-vous? Alors, je vous propose en fait, si vous voulez, d'aborder la question un peu autrement. Faites. Ramenons les choses à nos échelles individuelles. Je pense qu'aujourd'hui, hier, avant-hier, il y a une semaine, il y a 2 mois, il y a encore plus longtemps, chacun d'entre nous a eu, autour d'un café, d'une conversation, d'une invitation chez des amis au restaurant, aborder un sujet d'actualité, de parler d'une question avec des enjeux ou une dimension socio-économique qui nous concerne directement. Très bel exercice et généralement, à la fin, on est très satisfait d'un bel échange, une belle joute intellectuelle, mais au moins, malheureusement, avec 2 inconvénients. Le premier, c'est certainement de se dire qu'on n'a pas abordé le sujet sous tous ses aspects. Il y a des questions techniques, il y a des paramètres transversaux qu'on ne mesure pas forcément, parce qu'on n'a pas l'expertise, parce qu'on n'a pas l'expérience, parce que nous ne participons tout simplement pas au jour le jour à ce qui se passe réellement dans ces différentes thématiques ou dans leur traitement. Et le deuxième inconvénient, c'est que nous n'avons pas eu autour de la table les personnes qu'il faut pour que nous puissions passer de la théorie à la pratique, pour que nous soyons réellement dans l'action. Je pense qu'aujourd'hui,
quelque part, nous sommes en train de mesurer ce qui arrive quand on arrive à mettre les bonnes personnes autour de la table. C'était le ce cas. qui s'est passé il y a maintenant un peu moins de 9 ans à Kinshasa, à l'initiative de Mme Nicole Soulou, fondatrice de Makutano, qui a réuni d'abord 300 personnes, 600. Aujourd'hui, on parle de plus de 2600 décideurs publics et privés actifs ou partie prenante au réseau Makutano et au forum Makutano. Et donc, nous avons créé, grâce à Makutano, un contexte, un cadre dans lequel nous pouvons avoir quelque part ces mêmes conversations, mais avec la garantie de pouvoir regarder les choses de manière transversale, de manière détaillée, et la garantie d'avoir les bonnes personnes autour de la table pour que nous soyons capables de réellement nous projeter demain dans quelque chose qui se fera de manière concrète. Donc, avec justement ce parterre de personnalités, de chefs de gouvernement, de ministres et évidemment des entrepreneurs de la société civile, on peut dire qu'Abidjan a été vraiment un rendez-vous qui vous satisfasse? Bien entendu, et j'ai presque envie de dire nécessaire et indispensable. Nécessaire et indispensable. Alors, on va parler chiffres. Le Premier ministre Patrick Achi, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, parlait justement des relations entre la RDC et la Côte d'Ivoire et la RDC en termes économiques qui s'élevaient en 2022 à 7 milliards de francs CFA et une année précédente à 6 milliards. Quand on regarde le potentiel de ces deux grands pays, vous qui portez également, vous êtes ambassadeur de Makutano, est-ce suffisant? Absolument pas. Est-ce que ça... Nous sommes bien d'accord. Et nous l'avons dit, le défi pour nous, c'est de pouvoir regarder le passé avec, entre guillemets, sincérité, d'accord, et de regarder le passé avec le détail, le niveau de détail qu'il faut, les interlocuteurs qu'il faut. Et nous sommes naturellement privilégiés et plus que ravis d'avoir ce soutien et cet engagement au plus haut niveau, sans lesquels, naturellement, tout ceci risque d'être finalement que de très bonnes intentions. Donc nous avons besoin de ce soutien au plus haut niveau et nous ne pouvons que nous féliciter de l'appui de leurs excellences, messieurs les premiers ministres de la RDC et de la République de Côte d'Ivoire. Mais dans la pratique, comme vous le dites, les chiffres nous disent que nous sommes encore, entre guillemets, très modestes dans ce que nous faisons ensemble et quelque part que nous avons, quand nous regardons un peu plus les choses dans le détail, toutes les raisons du monde d'avoir beaucoup plus d'ambition. Alors justement, comment on passe de ces bonnes intentions à des actes de façon à renforcer ces relations intra-africaines? Alors justement, partir du constat que finalement nos échanges sont très modestes, c'est se dire est-ce que nous avons réellement envie que les choses changent? Quels sont finalement, on va dire, les paramètres qu'on doit intégrer pour qu'on soit certain que demain nous serons dans l'action? Est-ce que ce n'est pas le cas? C'est le cas. Mais ce sera encore plus le cas. Oui. Nous avons eu un forum dans lequel nous avons eu non seulement les décideurs publics au plus haut niveau, mais également une grande représentation des décideurs au niveau du secteur privé, de la société civile, des médias. Oui, et c'est-à-dire une configuration dans laquelle nous sommes réellement capables d'aborder toutes ces questions de manière transversale. Prenons juste à titre d'illustration. Imaginons, nous, la République démocratique du Congo, nous avons un pays de plus de 2,3 millions de kilomètres carrés. D'accord ? Plus de 100 millions d'habitants. C'est très grand. C'est le deuxième plus grand pays d'Afrique, comme vous le savez. Oui. D'accord ? Mais ça veut dire que nous, en termes d'infrastructure, nous avons également des défis qui ne se posent pas de la même façon quand on est dans d'autres géographies. Si vous partez à l'est du pays et que vous regardez, par exemple, les zones minières comme la ville de Lubumbashi et sa zone de gravité, que vous remontez jusqu'à Goma, où on a également une activité minière, mais on a également d'autres ressources, d'autres potentiels, il va de soi que pour nous, un challenge, au moins à moyen terme, c'est de se dire comment est-ce que nous pouvons efficacement relier ces deux villes. C'est 935 km à vol d'oiseau, d'accord ? Une route à 4 bandes, une autoroute à 4 bandes, à quelque chose près, naturellement, ce ne sont pas des études qui le disent, mais c'est une évaluation, on va dire, qui peut tenir la route, c'est 5,6 milliards de dollars américains, d'accord ? Que se passerait-il si nous n'avions pas la capacité de nous asseoir ensemble et de discuter réellement de notre capacité, des possibilités que nous avons à pouvoir offrir une opportunité d'investissement, mais également mobiliser des moyens pour que nous puissions la concrétiser? Ce qui se passerait, c'est que nous serions probablement fortement tributaires des financements extérieurs et d'une participation relativement limitée du secteur privé. Et c'est de ça que nous parlons. Oui. Alors, si nous regardons par exemple, à titre d'illustration encore une fois, restons dans ce cas de figure, qui est imaginaire naturellement, mais qui s'inscrit parfaitement dans le contexte du Congo. Mais je voudrais aller au-delà du Congo, c'est un élément important, mais sortir du Congo et vraiment rester dans l'intra-africain et particulièrement de la Côte d'Ivoire, puisque ce forum vient de se terminer en Côte d'Ivoire. Comment justement on réussit à capitaliser sur ce qui s'est passé,
il y a votre réalité, un grand pays, et la Côte d'Ivoire qui est un pays un peu plus petit, mais comment on capitalise sur le plan économique, sur le plan des affaires, et qu'on renforce justement ce partenariat qui en réalité qui serait intra-africain. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Alors, prenons comme point d'ancrage les prévisions du FMI qui datent d'avril de cette année, 2023, et qui nous disent en gros que nos États en Afrique subsaharienne vont avoir de moins en moins de moyens financiers parce que notamment il va y avoir une diminution des financements extérieurs. D'accord ? Oui. Et donc ça veut dire par effet d'entraînement, nous aurons moins d'argent au niveau des États pour pouvoir construire des infrastructures, pour pouvoir investir dans la santé, pour pouvoir investir dans l'éducation. Et ça veut dire par effet d'entraînement, nous aurons a priori moins de croissance, puisque ce sont des leviers et des accélérateurs indispensables pour parler développement, pour parler croissance. Dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire est-ce qu'il n'est pas nécessaire de repenser notre modèle de financement et regarder peut-être différemment la façon dont nous intégrons toutes les parties prenantes dans les problématiques qui sont structurelles et qui nécessitent des réformes structurantes. Si nous revenons à notre exemple, celui de la route, de cette fameuse route qui demande 5,6 milliards, qui est un cas fictif naturellement, mais de 935 km et de 4 bandes au total, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que si nous avons au niveau de l'État une capacité diminuée d'intervention, de mobilisation de ressources, nous devons trouver une alternative. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de faire une place au secteur privé ? Premièrement, cette discussion peut déjà avoir lieu dans un contexte comme le Makutano. Deuxièmement... Mais elle a eu lieu. Exactement. Les deux premiers ministres sont d'accord sur le fait que le public doit s'appuyer sur le privé. Et en Côte d'Ivoire, il y a de nombreuses initiatives dans ce sens. Exactement. Exactement, et nous allons progressivement dans ce sens, mais dans une approche où nous regardons les choses de manière désormais transnationale. Oui. Nous regardons les choses à l'échelle panafricaine, si je peux dire ça comme Absolument. ça, puisque les prévisions du FMI ne concernent pas que la RDC, elles concernent l'Afrique subsaharienne. Donc restons dans cette perspective-là, dans ce cas fictif, et où nous disons finalement où est-ce que nous trouvons les ressources dont nous avons besoin. Mais je vous pose la question. D'accord. Le marché financier, le secteur bancaire de la RDC aujourd'hui, c'est 15 milliards de dollars au total. Il va de soi que nous n'allons pas ponctionner de ces 15 milliards de dollars 5,6 milliards pour pouvoir financer l'autoroute qui partira de Lubumbashi à Goma. Alors, il sera nécessaire d'aller chercher de l'argent ailleurs. Solution, justement, de façon concrète, oui. où on va chercher l'argent, justement, pour les financements. Parce qu'il y a le cas de la RDC, mais quand on regarde sur le plan panafricain, puisque de toutes les manières, c'est votre ambition, oui. Comment, justement, on fait en sorte que on puisse avoir ce financement qui viendrait de pays au regard des relations ou des partenariats qui seraient scellés. Alors, je vais vous donner notamment ce qu'on a pu tirer directement de cette discussion. 3 éléments, d'accord ? Donc, c'est ce qu'on retient en gros de ce forum. De ce forum, oui. Parmi d'autres. Oui. Et nous sommes dans un cas concret, oui. C'est-à-dire un cas qui peut nous parler à tous. Tout à fait. De manière très concrète, qu'est-ce que nous disons ? La première chose que nous disons, c'est est-ce qu'aujourd'hui, nous avons une capacité de pouvoir dialoguer entre Congolais et Ivoiriens et de nous dire, est-ce qu'ensemble, nous n'avons pas une plus grande capacité de mobilisation de ressources en termes d'investissement, en termes d'opportunités d'affaires. Deuxièmement, en termes de capacité technique, parce qu'il faut naturellement pouvoir cocher plusieurs cases, il ne s'agit pas que des financements, il s'agit des capacités techniques, il s'agit du cadre réglementaire, il s'agit du cadre juridique, il s'agit naturellement de différents autres paramètres qui vont intervenir. Mais fondamentalement, la première question, ce sera, est-ce que, en instaurant ce dialogue, nous n'augmentons pas nos capacités à pouvoir nous dire, est-ce qu'ensemble, nous n'avons pas une plus grande capacité de mobilisation des ressources et donc plus d'opportunités d'investissement avec une plus grande capacité de mobilisation technique, puisque ça veut dire que les entreprises congolaises ayant un savoir-faire peuvent s'associer à des entreprises ivoiriennes ayant un savoir-faire. Ceci reste, à ce stade-ci, j'ai envie de dire, dans le domaine du concept. Mais nous allons plus loin. Que se passe-t-il à Makutano, pas plus tard que hier ? Une annonce de nos agences de promotion des investissements respectifs qui disent « Nous avons pris l'engagement de pouvoir nous assurer que dans un avenir très proche, les Ivoiriens et les Congolais pourront se rendre visite mutuellement sans avoir besoin de visa. » Ça, c'est une annonce importante au regard du sujet du jour et surtout, c'est une avancée au regard des relations, c'est vrai, mais c'est une facilité pour un Congolais de venir en Côte d'Ivoire et vice-versa, un Ivoirien aller en Côte d'Ivoire. Alors, remettons les choses dans le contexte de l'exemple fictif que nous avons pris. Oui. Ça veut dire que l'entrepreneur ou l'investisseur ivoirien peut faire le déplacement plus facilement vers Kinshasa. Ça, c'est de concret. La même façon que nous pouvons, nous, prendre l'initiative de venir plus facilement, au pied levé, tenir des réunions,
prendre des décisions avec des partenaires ivoiriens parce que notamment le cadre est créé. Le cadre est créé parce que nous avons eu la chance d'en parler, nous avons eu la chance d'en parler dans le détail et de comprendre pourquoi il est important de créer ce contexte, de pouvoir faire en sorte que nous n'ayons plus besoin de passer par des visas pour nous rendre visite, parce que c'est notamment à cette condition que nous allons être capables de nous dire mobilisons mieux nos ressources, mobilisons mieux nos expériences, mobilisons mieux nos expertises, et prenons le temps de mieux discuter pour que demain nous soyons partie prenante réellement de ce qui se passe dans nos pays respectifs et sur le continent. Alors on revient sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi rapidement le choix de la Côte d'Ivoire? Parce que vous quittez l'Afrique centrale, on l'a dit, hein, c'est un réseau très fort et implanté en Afrique centrale. Il y a eu 8 éditions avant la 9e en Côte d'Ivoire. Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire très rapidement? Alors, naturellement... En un mot, comment vous qualifiez pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? En un mot, oui. Nous allons dire pôle économique en Afrique de l'Ouest. Ça fait un peu plus d'un mot, mais je pense que la réponse y est. Alors, on a vu hein, dans le reportage d'Eboué tout à l'heure, plusieurs thématiques ont été évoquées. Alors, j'ai envie de vous demander, et la place des jeunes, justement, parce qu'on parle de réseau, d'affaires, entrepreneuriat, et les jeunes, qui sont les plus nombreux, en réalité, dans nos différents pays. Et en 2050, les jeunes seront, la majorité du continent sera habitée par des jeunes qui auront 27 ans. Les jeunes, quelle est la place des jeunes, justement, dans votre entreprise et au niveau de votre réseau Makutano? Nous l'avons dit, Makutano parle futur. Makutano parle action. D'accord? Donc, inévitablement, Makutano parle des jeunes, parle de la relève, parle de ce qui va se passer demain. Oui. Les perspectives dans le cadre de Makutano s'inscrivent naturellement à court terme, mais également à moyen et à long terme. Nous ne pouvons pas imaginer un avenir, que ce soit à nos échelles respectives, mais maintenant avec beaucoup plus d'ambition, en parlant de l'Afrique dans sa globalité, si nous ne regardons pas le plus loin possible, si nous n'avons pas une destination qui est connue et qui s'inscrit dans un cap qui nous amène le plus loin possible. Donc inévitablement, la jeunesse doit être partie prenante dans ce que nous faisons aujourd'hui et s'apprêter, être disposée, être prête à prendre le relais demain. Parce que demain, le relais devra être pris aussi bien au niveau des décisions politiques, au niveau des acteurs du secteur privé, au niveau de la société civile, et ce ne seront plus les mêmes acteurs. Mais les questions de fond resteront les mêmes, et ce que nous voulons, c'est que la dynamique, elle, demeure, si ce n'est qu'elle prenne encore plus d'ampleur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, naturellement, c'est la possibilité de pouvoir créer un meilleur cordon qui rattache les jeunes au modèle de la société. Je pense que l'Afrique en a fondamentalement besoin de pouvoir se rapprocher, de donner la possibilité aux jeunes de comprendre le rôle de chacun dans une société. Mais comment concrètement vous le faites? Alors, je vous donne un exemple qui trouve une grosse racine dans le contexte de Makutano, dont je suis moi-même le témoin et en partie l'acteur. Nous avons tenu un panel il y a quelques années sur justement les enjeux de l'éducation. D'accord. Et un des constats, c'est qu'il fallait probablement amener les entreprises à avoir, on va dire, un rôle plus important, à peser un peu plus dans les programmes éducatifs, ou de voir dans quelle mesure on pouvait, de la meilleure des façons, si ce n'est en apportant des réformes directement dans le corps des programmes, avoir au moins la capacité de pouvoir intégrer les programmes académiques, sinon le contexte des programmes académiques, dans l'économie de marché. Et je peux vous dire qu'au moment où nous parlons, j'ai dû annuler une réunion ce matin avec une des premières banques de la place en République démocratique du Congo, avec laquelle, dans le prolongement, nous sommes en train de mettre en place un programme de mentorat pour l'université dans laquelle j'enseigne. Donc, c'est-à-dire qu'il faut former déjà, enfin, peut-être pas au secondaire, mais au niveau de l'université. On forme des champions, c'est cela? Alors, on forme des champions, pas seulement. Nous avons besoin, je veux dire, c'est simple, pas d'éducation, pas de progrès. Partons de ce principe. D'accord? L'éducation, elle se construit pendant toute une vie. Tout à fait. Dès le départ, et elle ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, il se trouve que les circonstances font que nous avons la possibilité de mettre en place un programme de mentorat. Mais ce que nous voulons, c'est également que l'espace que crée Makutano, où les échanges se font, où les questions se posent et où quelque part les décisions, ce que nous voulons, c'est que les décisions se prennent, puissent intégrer notamment l'ensemble de ces préoccupations. Nous avons une action concrète qui se met en place au niveau universitaire, mais ce que nous souhaitons naturellement, c'est que le processus de préparation puisse accompagner les enjeux de qualité de vie, de création de richesse, que ce soit en termes de préparation de carrière, ou tout simplement en tant que futurs champions des économies dont nous avons fondamentalement besoin. Alors, les femmes leaders, on l'a vu, hein, elles se sont exprimées
entre le 20 et le 21 septembre dernier. Quelle est la place justement, de façon globale, hein, on a la 9e édition hier, quelle est la place de la femme justement depuis quelques années justement dans votre réseau? Je pense que ça part déjà de la racine. Vous savez que le fondateur, en réalité, est une fondatrice. C'est une femme, n'est-ce pas? Nicole Soulou, que nous saluons. De Makutano. Donc je pense que déjà, ça répond en grande partie à votre question. Et je crois qu'il est nécessaire, parallèlement, de parler également de Level Up, qui est une initiative portée par Makutano et qui se focalise plus particulièrement sur l'entrepreneuriat au féminin et le développement des entreprises qui sont portées par des femmes. Nous sommes, je pense, maintenant également... nous sommes maintenant à la 8e édition du Level Up, puisque donc, le Level Up se tient généralement après le forum Makutano. Donc le prochain, il aura lieu... Parce que... dans un avenir qu'on va qualifier de proche, très certainement en 2024. Oui. Mais ça veut dire que l'attention est là, l'intérêt est réel, et surtout l'intérêt de la part des participantes. Donc nous abordons, j'ai le privilège également d'apporter ma petite pierre et humble pierre à l'édifice. Au-delà des questions de genre, c'est plutôt de regarder les résultats que nous cherchons à produire. Et on parle de compétences également. Bien entendu. Nous parlons d'éducation financière, nous parlons de la façon dont on peut préparer un plan de demande de financement. Voilà, ce sont des questions. En fait, vous faites de la formation, c'est une forme de formation d'accompagnement? Également, pourquoi je dis également? Parce qu'il y a un plaidoyer auprès des institutions, il y a un plaidoyer auprès des partenaires locaux, internationaux, il y a des questions de sensibilisation. Vous savez, par exemple, quand on parle d'éducation, pour prendre juste un exemple à titre illustratif, on se rend compte que pour que l'éducation financière ait une véritable portée, elle ne doit pas concerner dans un foyer que l'épouse ou que la femme. Elle doit concerner également le mari. Vous battez peut-être en brèche une certaine conception qui peut être... elle n'est pas culturelle, mais certains qui s'arc-boutent encore sur le fait que c'est une partie du foyer qui devrait pouvoir être sensibilisée sur ce dont vous parlez. Comment vous réussissez cela, justement? Probablement qu'on va... Je veux dire, on aura la tentation sera très grande de pouvoir prendre des exemples. Vous savez, voilà ce qui se passe dans tel pays, voilà ce qui se passe dans telle communauté. Ce que nous voulons, ce n'est pas forcément de faire comme, c'est de faire parce que. Et je pense que c'est ça le point de départ. Pourquoi est-ce que nous devons agir? Pourquoi est-ce que nous devons passer de la théorie à la pratique? Pourquoi est-ce que nous ne devons pas être dans une situation, entre guillemets, de théorie, mais réellement dans l'action? Et pourquoi est-ce qu'il est fondamental et indispensable d'aborder les questions dans leur globalité, dans le dernier détail, pour être certain d'y avoir apporté les bonnes réponses? Donc, quelle que soit la question qui est posée, quel que soit l'interlocuteur, ce que nous allons faire, c'est autant que faire se peut rester dans cette philosophie et toujours demeurer dans la perspective où nous construisons l'avenir plutôt que de, quelque part, regarder uniquement le passé. On construit l'avenir. Alors, une question très directe. Est-ce que, à terme, à court terme, moyen ou long terme, est-ce que l'Afrique a les moyens de s'autofinancer? J'ai besoin d'une réponse qui soit directe et concise. La réponse est non. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas, pour le dire très simplement. Et que faut-il faire pour justement arriver à avoir cet ensemble global qui soit fort sur le plan économique, qui s'autosuffise et qui est, vous avez une plateforme qui est d'actualité et qui est reconnue, qui soit très forte, surtout en ce qui concerne les partenariats intra-africains. Une autre bonne nouvelle que nous avons eue hier, à l'issue du forum Makutano, c'est que nous avons l'engagement de la réalisation d'une étude qui va nous permettre de quantifier l'ensemble des ressources financières qui sont disponibles dans un marché comme la RDC. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire telle banque a autant, telle autre banque a autant, tel fonds de pension a autant, tel assureur a autant, tel fonds des générations futures a autant, telle caisse de retraite a autant, et ça fait combien au total? Donc ça veut dire quelles sont les ressources qui sont disponibles, comment est-ce qu'on quantifie les ressources que nous avons à disposition. Il est fort probable que ces ressources ne suffisent pas à nous permettre le saut qualitatif immédiat que l'on souhaiterait. C'est d'un stade A à un stade Z, pour le dire ainsi. Mais il nous permettra au moins de faire deux choses. Premièrement, de savoir ce qu'on a. Et donc savoir également ce qu'on n'a pas. Et ça veut dire nous donner la possibilité de faire les choix les plus opportuns, les plus appropriés pour aller chercher ce que nous n'avons pas auprès des bonnes, entre guillemets, personnes ou des bons partenaires. Les bons partenaires... C'est une première chose. Les bons partenaires seraient peut-être... Parce que vous savez, on est pris par le temps. C'est vrai que c'est tellement intéressant ce que vous dites et pertinent. Alors,
je voudrais vous demander justement votre message aux bons partenaires. Vous avez une partie au Congo, les bons partenaires peuvent être à l'extérieur. Justement, quel est votre message de fin en réalité et votre adresse à tous ceux qui nous regardent en Côte d'Ivoire et en RDC à travers l'Afrique? Le problème, c'est que vous l'avez dit, nous n'avons pas assez de temps. Mais je crois qu'il y a au moins 2 éléments qui sont essentiels. Une minute. Allez-y. Juste OK. Oui. 2 éléments qui sont essentiels. Le premier, c'est de se rappeler que nous voulons être dans une action qui nous dit que nous agissons parce que et pas comme. D'accord. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est que nous sommes convaincus que c'est ensemble que nous allons y arriver. Alors, y arriver parce que les défis se déclinent quasiment à l'échelle du continent. Et quelque part, les effets d'entraînement de l'un vont bénéficier à l'autre. Troisièmement, et ça, ce n'est pas Madame Nicole Soulou qui me l'a dit, c'est une des participantes, qui m'a dit, vous savez, ce qui serait vraiment fantastique, c'est que la prochaine fois, nous allions par exemple à Johannesburg, mais que nous allions dans un Makutano où nous allons en tant que Congolais et Ivoiriens. Et que la fois d'après, nous allions à Dar es Salaam en tant que Makutano, Congolais, Ivoiriens et Sud-Africains, et que cette dynamique puisse nous permettre de voir grand et à l'échelle du continent de manière concrète. Voir grand à l'échelle du continent qui est grand. Merci, Monsieur Henri Plesser-Boyo. Je rappelle que vous êtes ambassadeur du Mukatano et que ce grand forum s'est déroulé les 20 et 21 septembre en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été sur notre plateau. Ça fait l'actualité de ce soir. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons très bientôt sur ce plateau. Merci aux équipes techniques rédactionnelles. Merci à l'Afrique qui nous a suivis. À très bientôt. Bonsoir.